Alors, rapidement, on dit anatomie, organe central supervisant le système nerveux des animaux présentant une céphalisation encéphale. Deuxième définition, toujours anatomie, plus précisément, on dit la partie supérieure de l'encéphale, régissant les fonctions supérieures diencéphale et télencéphale. Troisième définition par extension, siège des facultés mentales de la pensée. Par analogie, centre organisateur qui gère et supervise ou personne qui a mis un plan sur pied. Au sens figuré, personne a l'intelligence remarquable, élite intellectuelle. Et enfin, métallurgie ou musique, partie épaisse qui fait la cloche dans son sommeil et à laquelle est attaché le battant. Rapidement, c'est quoi le cerveau? Le cerveau, c'est une mémoire, d'accord, qui peut stocker plusieurs informations. Et ici, lorsque nous parlons de mémoire, nous sommes bien évidemment chez l'être humain en tant que programme. Comme information, on peut dire les rêves, par exemple, les souvenirs. D'accord? Lorsque nous prenons les rêves, c'est vaste. Il y a plusieurs sortes de rêves. D'accord? Lorsque nous prenons les souvenirs également, ça peut être les souvenirs d'une personne, d'un événement qu'on a vécu, d'une chose qu'on a vue, ou de quelque chose que l'on souhaite également. Donc, en un mot, nous pouvons dire, ça peut être que des souvenirs ou des rêves. Lorsque nous prenons ces souvenirs-là, avant d'être souvenirs, c'était tout d'abord des informations ou des pensées captivées, que ce soit de manière extérieure ou intérieure. Et c'est là, ça devient intéressant. La fonction du cerveau est vraiment vaste, qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Sachez une chose très importante. Le fonctionnement de votre cerveau doit aller en fonction de votre cœur. Pour comprendre rapidement tout ceci, nous allons écouter ceci. Cher professeur, je rêve que des tortues me grattent le dos avec une patate. Mais ça veut rien dire. À quoi ça sert de faire des rêves? Chère Dorothée, on passe un tiers de notre vie à dormir et plusieurs années à rêver. Mais dormir ne veut pas forcément dire rêver. On ne rêve que pendant des phases très particulières du sommeil. Et notamment pendant la phase appelée sommeil paradoxal. Car pendant que vous dormez, le cerveau ne se
Donc, au vu de tout ceci, nous constatons tout simplement que votre cerveau, c'est en quelque sorte, cela fait partie du moteur de votre existence. Le cerveau doit être soigneusement protégé. En dehors de ça, développé surtout. Et cela va également avec votre matière. Lorsque votre cerveau est très développé, est plus développé, est apte à apprendre beaucoup, à recevoir beaucoup d'informations, ou bien lorsqu'il a atteint un certain niveau d'état d'esprit donné, il va falloir soigner votre corps. Pourquoi? Parce que lorsque votre cerveau est en avance sur votre corps, vous allez veiller vite, vous allez mourir vite. Vos cellules doivent veiller vite. Parce que entre les deux, il existe une forte relation. Donc lorsque votre cerveau est trop développé, vous devez soigner aussi votre corps. Qu'est-ce que nous mettons dans soigner la matière ou le corps? C'est tout simplement vous devez faire beaucoup d'exercices physiques, le sport, aller en salle de gym, disons en un mot, d'activité physique. D'accord? Là, à ce moment, l'esprit et le corps est en équilibre. Maintenant, lorsque c'est le cas, dans le cas contraire, lorsque votre corps est développé plus que votre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Là, vous devenez tout simplement comme un bateau qui marche sur terre libre. Est-ce que c'est possible? Non, bien évidemment. Ça veut dire tout simplement que lorsque votre corps est en avance pour votre esprit, vous affichez tout simplement juste une fausse image de vous-même. Donc, dans les deux cas, les deux éléments sont très importants, d'accord, pour que l'être fonctionne de manière simple ou de manière normale en tant que programme entier. L'esprit, la matière. L'esprit, la matière doit être en équilibre. Votre cerveau, surtout, le plus important, votre cerveau d'abord, vous commencez par soigner votre cerveau. Parce que les pensées, les idées viennent de là. Ensuite, ces idées peuvent être transformées en réalité en fonction de l'intensité de ces pensées ou de ces idées-là. Parce que vous pouvez avoir des rêves, d'accord, et ne pas réaliser ces rêves-là. Dans ce sens, l'intensité de ces rêves-là n'est pas très importante. Parce que lorsque cela vous tient vraiment à cœur, vous devez multiplier l'intensité. Et de mieux en mieux, ça devient quoi? Ça devient tout simplement une action. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Freud. Freud, c'est un philosophe, d'accord? Il a parlé du sommeil paradoxal, je pense. C'est quoi le sommeil paradoxal? C'est tout simplement le sommeil en état de conscience. C'est-à-dire, au moment où vous êtes au repos, au moment où vous êtes en sommeil, votre esprit travaille, votre esprit essaie de ranger. C'est comme lorsque vous prenez une bibliothèque et que vous devez arranger un peu les livres en fonction des disciplines ou des domaines d'activité donnés. C'est la même manière votre cerveau fonctionne lorsque vous êtes en sommeil de conscience. Et souvent, ce qu'on a tendance à voir, disons, dans la journée ou avant de dormir, on peut revivre tout ça là dans nos rêves. Ou bien
on peut interpréter cela autrement. Ça dépend des objets, de qui, des choses, ou bien des phénomènes qui se sont manifestés autour de vous. Sachez que ce fonctionnement est normal. Ça fait partie des rôles du cerveau. Maintenant, lorsque votre cerveau n'est pas contrôlé, tout ceci risque de vous déranger parfois. C'est pourquoi il est important de soigner le cerveau afin que, au moment où vous vous reposez, même si ce n'est pas un état de sommeil de conscience, là, il y aura bien de choses que le cerveau va essayer encore d'éloigner pour éviter de perdre de temps. Parce que lorsque vous lisez quelque chose, lorsque vous mettez en mémoire une chose, sachez que c'est toujours là. Ça va toujours faire partie de votre existence. On peut oublier, mais oublier la chose ne veut pas dire qu'elle n'est pas toujours là. Pourquoi nous disons ceci? Écoutons ceci. Moi, je vois le fantôme de David. Hé, c'est lui, mon fada! Non, pas ça! Vite, dépêche! D'après le docteur Moody, une near-death expérience, une expérience de mort imminente, c'est quand un mourant est en proie à des visions délirantes qui se déroulent en 5 étapes. 1. Sentiment de paix. 2. Sortie du corps. 3. Le sujet entre dans une sorte de tunnel et voit des morts. Du mort. 4. Dans certains cas, toute sa vie défile devant ses yeux. 5. Enfin, il sort du tunnel en filant vers une lumière bienveillante. Oh non, mon ventre! Il est foutu. Certains disent que dans le tunnel de lumière, on revit sa naissance. Or, les bébés naissent les yeux fermés, en se raclant la face contre la paroi, et pas la tête en avant, en regardant devant comme dans un tournoi à la piscine. Donc, impossible de voir le fameux tunnel. La psychologue Susan Blackmore, elle, pense que les NDE sont des manifestations purement neurologiques. Démonstration. On sait qu'il y a plus de neurones du cortex dédiés à la vision centrale de l'œil que dédiés à sa périphérie. Si tous ces neurones manquent d'oxygène, la vision périphérique défaillira avant la vision centrale. L'impression de voir un tunnel. Certaines drogues peuvent provoquer la même chose. Le LSD, la psilocybine, la mescaline et même le pilotage d'un avion de chasse. En raison de la pression exercée sur le cerveau. Certains racontent avoir fait des sorties de corps et avoir vu les chirurgiens les opérer. Alors pour le vérifier, un certain docteur Holden a placé des objets tournés vers le plafond que le patient ne pourrait voir uniquement que depuis le haut de la pièce. J'ai vu Ribéry en maillot du Brésil. Ribéry, dans l'équipe du Brésil? C'est impossible! Je ne dis pas que les NDE n'existent pas. Il s'agit probablement de création du cerveau, comme des hallucinations. Si vous voulez expérimenter les NDE sans trépasser, tapez du roi Mohamed. Là, dans cette partie, d'accord, le professeur Moustache essayait tout simplement d'expliquer une réalité paradoxale. Lorsque nous prenons un individu qui est en train de perdre son âme, c'est un long processus que nous ne pouvons jamais imaginer. Parce que d'après certaines expériences réalisées par quelques savants, ils auraient pu, d'accord, découvrir ou entendre dire ces individus-là qu'ils auraient vu plusieurs imaginations. Alors là, au début, d'autres ont soutenu cette hypothèse-là, mais avec le temps, avec l'évolution, d'accord, ils ont fini
pas découvrir tout simplement que cela ne peut être expliqué juste par quelques défaillances au niveau du cerveau. Parce que lorsque vous prenez le cerveau est bien structuré. Et lorsque vous prenez chaque partie a un rôle bien défini. Il y a le rôle qui vous permet de voir, de capter, d'entendre, etc., etc. Donc vous pouvez aller voir un cours d'anatologie concernant le cerveau spécifiquement. Là, vous allez voir le rôle de ces différentes zones-là. Et c'est très important, c'est vraiment assez hallucinant. C'est très hallucinant. Et là, j'ai en même temps envie de vous bombarder sur une question, ou disons un challenge. Prenons vraiment ce cas-là, un individu, d'accord, un état de paix de son âme. Serait possible qu'il voit effectivement les choses. Ça, c'est ma question, je vous laisse réfléchir, les gars. En attendant, nous allons poursuivre cette investigation jusqu'à la fin. Cette fois-ci, nous allons voir en quoi, d'accord, nous sommes une information. Quelqu'un que l'on a déjà rencontré, on est capable de le reconnaître en quelques millisecondes. Mais ce processus cérébral, bien qu'ultra rapide, est très complexe. Pour me reconnaître, les yeux d'Igor doivent d'abord capturer mon image. L'image captée part dans le cerveau d'Igor via les nerfs optiques. Elle est d'abord dirigée à l'accueil, le thalamus. T'es qui, toi? Un son, je viens de l'oreille. T'as ton justificatif de domicile? Selon la nature de l'info, elle les envoie dans le bon département du cerveau. Une image? Mon Dieu, qu'il est vilain. Allez, au lab occipital, bureau 562. Pour ça, un groupe de neurones experts analyse l'image. À cette étape, ils ne savent pas encore s'ils ont affaire à un chien, un caillou ou un humain. Ce qui nous trouble, c'est la présence de cette moustache. Oui, neurone Navarro, c'est un chat. Mais non, c'est un panda. Un humain. Ah, humain. Une fois que les experts ont identifié l'image comme étant celle d'un visage humain, elle est envoyée dans le gyrus fusiforme qui essaye de mettre un nom sur son visage. Jean-Jean, on a un petit moustachu dans les archives. Non. J'ai le professeur Moustache. Pour savoir comment se comporter face à la personne qu'ils viennent d'identifier, les gars du gyrus vont interroger l'amygdale, siège de l'émotion. Amila, j'écoute. Qui? Le professeur Moustache. Ah, si, je me souviens. J'appelle le cortex moteur pour une réaction appropriée. Quelle belle mécanique, n'est-ce pas? Mais le cerveau peut... Alors là, rapidement, il est possible, d'accord, d'oublier une information ou ça peut être une personne, d'accord. Mais sachez que l'information est toujours là. Et pour se rappeler, comme nous venons de l'entendre, il y a un long processus qui doit se mettre en action. Et avant que tout cela ne soit possible, cela doit dépendre de l'intensité de votre pensée. Imaginez que je rencontre une personne, peut-être que j'avais rencontré il y a de cela 2 ans, 3 ans. Imaginez tout de suite, on vient de se croiser à nouveau. Et avant que je me souvienne de lui, il va falloir que je le fixe un peu et que j'essaie de mettre mon cerveau en action, si on va dire comme ça. Et il faut que l'intensité soit vraiment importante. Et ce long processus se passe en quelques secondes. Donc cela dépend de l'intensité de vos pensées. Si vous êtes vraiment concentré, attentionné, et en utilisant bien d'autres détails qui pourront vous aider, en regardant bien la personne, en fixant bien la personne, vous allez vous rappeler tout de suite de la personne. Donc c'est en cela, le cerveau, c'est vraiment une mémoire impressionnante. C'est vraiment fantastique. Il ne reste rien passé au hasard, rien du tout. Seulement que pour s'en rendre compte, il va falloir être éveillé, attentionné,
concentrer, si vous voulez, que ce soit une personne, avoir une information, reconnaître une chose, etc. C'est en cela que le cerveau est un organe central, disons, pour votre survie. Et n'oubliez pas surtout d'accompagner votre cœur à cela, pour que votre cœur aussi soit soigné, propre, tout ce que vous voulez. Parce que lorsque nous parlons du cœur, c'est vraiment quelque chose de vaste. Lorsque le cerveau reçoit, on peut ressentir cela ici. Ou lorsqu'on ressent ici, on peut ressentir. Les deux sont reliés automatiquement et dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. D'une manière ou d'une autre, ces deux organes-là sont connectés avec vraiment quelque chose de formidable. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant les secrets du cerveau. Et soyez-en assurés que ça, c'est juste quelques secrets que nous avons trouvé bon ou important de partager avec vous. Pour en savoir plus, vous pouvez aller d'accord, développer, chercher également, vous mettre si possible en expérience et sûr que vous allez découvrir quelque chose de très important concernant vous, votre propre cerveau. Oui. Étant donné que nous sommes différents, on va savoir tout ce que. Il y a certaines fonctions, nous pouvons avoir ça en commun, mais il y a d'autres, vous devez vous exercer, vous devez être attentionné pour pouvoir savoir au juste le fonctionnement de votre propre cerveau. Donc, en espérant que la vidéo vous a été bénéfique, nous vous remercions pour votre attention et surtout pour le soutien que vous nous apportez afin que la communauté, la chaîne puisse développer.